Donc avant que j'oublie, j'ai pensé à un certain nombre de points qui éclairent ce que j'ai déjà fait. Donc avant de reprendre la démonstration d'un théorème que je reciterai en indiquant les idées essentielles, je voudrais faire des petits retours en arrière pour bien réfléchir dans le cadre L1, donc faire un certain nombre de remarques. Et puis je reprendrai le cours normal, entre guillemets, après ces quelques remarques qui vont prendre du temps. Alors donc, la première observation, c'est que toutes les équations que j'ai regardées jusqu'à présent, j'ai toujours mis égal à 0. Et ce matin, je vais quand même gérer, enfin dans ces remarques, je vais gérer des parties de l'équation en les mettant au second membre. Et donc, il est utile de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un second membre, donc une fonction. Et je vous rappelle qu'on a en même temps une condition initiale qui est dans LP et que j'ai pas mal insisté pour non seulement gérer le cas P égale l'infini, mais un P quelconque et avec une mention particulière pour le cas P égale 1 qui est un peu plus complexe. Et donc la question, c'est quel est le F qui correspond? Et ça, c'est une question naturelle. Et on sait bien qu'un second membre, si vous mettez en temps une masse de Dirac, ça devient une condition initiale sur le temps, au temps où est située la masse de Dirac. Donc, il doit y avoir toujours un parallèle entre le F et le U0. Et de fait, tout ce que je vous ai raconté marche exactement pareil si on met une dépendance L1 en temps à valeur dans LP en X. Bon, donc, première observation, je ne reprends pas les démonstrations, c'est pareil. C'est simplement une observation. Alors, ensuite, lorsque l'on travaille avec UT moins Laplacien U plus B gradient U égale à 0, et que, égale à 0 par exemple, et quand T égale à 0, on a un U0 qui est dans L1, déjà la première question, c'est quand est-ce qu'on a des bornes L1? Alors, les fameuses bornes L1. Alors, des bornes exponentielles, j'ai déjà indiqué. Pourquoi des bornes exponentielles? C'est-à-dire les bornes qui décollent bien de 0, c'est associé automatiquement à des informations, à des demi-bornes sur la divergence. Et on a vu que plus globalement, on avait des bornes L1. Donc la divergence B. Alors est-ce que j'ai changé de signe? Il est possible que j'ai changé de signe. D'habitude, je mettais un moins B. Parce que du coup, ça fait plus, moins divergence B, et donc c'est bien divergence B minorée, c'est OK. Après, on peut sommer. Et le deuxième cas de figure qui marchait, c'est qu'on avait droit à LD1. Donc les espaces de Lorentz, que je vais quand même, dont je vais rappeler la définition, parce qu'il faudra faire attention à il y aura un petit souci avec le cas LP1. Donc, c'est quoi la définition d'un espace de Lorentz? LPR, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de t à la puissance 1 sur p, f étoile de t à la puissance r dt sur t fini. Et si on prend la puissance 1 sur r de ce machin pour avoir quelque chose d'homogène, on a quelque chose qui ressemble à une norme. C'est ce qu'on appelle une quasi-norme. On appelle une égalité triangulaire. Alors, mais c'est une manière de mesurer la taille de l'objet dans LPR, en tout cas lorsque P est strictement plus grand que 1. Évidemment, fini, étant entendu que pour L1 et l'infini, il n'y a pas d'espace de Lorentz, et c'est lié fondamentalement à ces histoires de quasi-normes, mais je ne veux pas en dire trop. Alors, qu'est-ce que c'est F étoile? C'est le réarrangement décroissant. Donc, c'est la fonction décroissante au sens large, telle que la mesure de la zone où F étoile, qui est définie sur 0 et l'infini, telle que la fonction de distribution, c'est-à-dire la mesure de F étoile strictement plus grand que lambda, ou supérieur ou égal à lambda, quel que soit lambda positif, soit égal à la mesure, donc ça c'est la mesure unidimensionnelle, à la mesure de F plus grand que lambda. Donc vous prenez exactement toutes les valeurs avec le même histogramme, la même densité, et vous les repartez de manière décroissante sur 0 et l'infini. Donc attention, ceci, je vais mettre un 1 sur R, n'est pas une norme. Et R, en revanche, est compris entre 0 et l'infini. Et donc lorsque R est égal à P, on a les espaces LPP, c'est LP.
Là, la raison en est très simple, c'est que lorsque vous prenez la puissance p, le t à puissance 1 sur p, c'est à la puissance p divisé par t, ben, ça fait 1, et il reste f étoile de t à la puissance p. Comme les deux fonctions sont équimesurables, ben, c'est la norme LP. Bon, alors, donc ça, c'est pas une norme, et il a fallu attendre des travaux de O'Neill, au début des années 60, pour dire, bien, si je prends t à la puissance 1 sur p moins 1, et que je remplace f étoile de t par intégrale de 0 à t de f étoile de s ds, le tout à la puissance 1 sur r, eh bien, donc, vous voyez que formellement, ça ressemble beaucoup, parce que vous avez, au lieu de f étoile t, vous prenez la moyenne sur 0 à t. Alors ça, maintenant, ça devient une norme. Et c'est une norme équivalente, et c'est équivalent en taille à l'objet précédent. Donc c'est ça la bonne norme. C'est ça la bonne norme, et le fait que ça soit équivalent, c'est pourquoi on peut remplacer f étoile de t ou l'intégrale de 0 à t de f étoile divisé par 1, pourquoi on peut jouer sur l'un et l'autre. Il y a des bornes qui sont somme toute assez évidentes, puisque l'intégrale de 0 à t de f étoile de s, si f étoile est décroissant, c'est plus grand que t fois. Alors, il y a un R ici, et il y a un dt sur t, et c'est bon. Voilà. Donc, pourquoi c'est la même chose? Très très rapidement, intégrale de 0 à t divisé par t, c'est plus grand que f étoile de t. Et puis après, pour avoir l'équivalence, il faut faire un coup des inégalités de Hardy. Donc, ce sont les inégalités de Hardy qui vous assurent que en fait, les deux objets sont équivalents et que cet objet domine celui-ci, tandis que celui-là domine celui-ci par décroissance. Bon, donc ça sont des choses ultra classiques, et vous voyez pourquoi d'ailleurs ça coince. Alors ça, pourquoi c'est une norme, c'est que là aussi il y a une formule, c'est que ce bazar-là, c'est le sup sur l'intégrale de f sur tous les ensembles A qui sont de taille t. Et donc, c'est quelque chose de convexe. Et donc, c'est pour ça que vous avez une fonction qui est convexe, homogène. Donc, il y a l'inégalité triangulaire. Bon, alors, donc, ces remarques aussi permettent, et on en aura besoin dans un instant, permettent de comprendre que si on veut définir, et ça se définit, mais on a à ce moment-là ce sont des espaces quasi normés, ce n'est pas complet, c'est une cochonnerie. Et le L1 infini, c'est quoi L1 infini? C'est l'espace de Marcinkiewicz à l'ordre 1. C'est formellement, alors ce n'est pas un espace, c'est un ensemble, on peut même faire l'interpolation avec des ensembles comme ça, mais je ne veux vraiment pas rentrer dans ces détails ultra techniques, et qui nous dit simplement que je suis en train de dire que la mesure de f supérieure ou égale à t se majore par c sur t. Hein, c'est ça que ça veut dire. Un R tend vers l'infini, ça veut dire que le sup est fini, et P est égal à 1, ça veut dire que f étoile de T est borné. Donc c'est exactement ce que je suis en train d'écrire là. Et vous voyez tout de suite que là, il y a un vrai problème si on voulait transformer ça en une norme, c'est que f étoile de S, ça se comporte comme du 1 sur S, et on ne peut pas l'intégrer de 0 à T. Ça ne marche pas. Donc, et en fait, c'est naturel, parce qu'il n'existe pas d'espace normé et complet correspondant à ceci, mais ça serait quelque chose d'un peu plus faible que L1. Bon. Donc, attention, tous les espaces de Lorentz, ça marche bien. Donc, LD1, dès qu'on est en dimension 1, c'est L1. Et si on est là, il n'y a pas de souci. Mais après, plus loin, il n'y a pas de souci non plus. Comme j'en aurai besoin un instant. Et donc, on sait que ça aussi, ça marche pour avoir des bornes L1, et je reviendrai un tout petit peu là-dessus. J'avais fait un argument par dualité pour comprendre pourquoi on avait des bornes L1. Et j'avais indiqué que, en tout cas formellement, ça ne marchait pas dès qu'on était dans LDP pour P plus grand que 1. Alors, je voudrais vous redonner un exemple du même type, parce que c'est quand même frappant que dès qu'on a P strictement plus grand que 1, on a le droit de prendre des petits bouts dans LD infini. Et quand on passe à P égale 1, là, il faut sauter à LD1. Et je voudrais faire un petit calcul explicite qui vous montre bien la difficulté des bornes L1. Elles sont importantes. Par exemple, pour
se raccrocher se raccrocher à l'interprétation probabiliste. Alors, évidemment, quand je prends ces exemples, vous savez qu'il y a d'autres exemples dans lesquels on prend divergence de B dans LD sur 2, 1, etc. On peut additionner, donc il y a plus, on peut prendre des morceaux, il y a divergence de B moins divergence de B, partie positive qui est dans LD sur 2, 1, et puis on peut avoir 3 morceaux, avec un morceau comme ceci, un autre morceau un autre morceau qui est dans LD1 et un morceau qui est à divergence de B minorée. Bon, enfin, bien que ça soit encore, c'est évidemment un cas particulier, je suis dans une situation périodique, il n'y a pas de souci. Alors, le petit exemple que je trouve quand même très instructif consiste justement à prendre un B qui est dans LD sur D infini, et l'exemple canonique, ça va être de prendre B égale... avec mes notations, ça risque d'être moins epsilon, enfin on verra de quel signe est epsilon, x sur norme de x2, qui est bien sûr exactement dans LD infini, c'est fait pour. On est en dimension D, D c'est la dimension de l'espace. Et comprendre les estimations L1, bah on va faire un petit calcul. Donc UT moins Laplacien U moins B gradient U égale à 0. Et je vais prendre en t égale à 0, ben je voudrais approcher une masse de Dirac. Parce que si on a une borne L1, ben en prenant des choses qui approchent une masse de Dirac, ça reste borné dans L1, et donc la solution doit être uniformément bornée dans L1. Alors ben, qu'est-ce que je vais prendre? On est évidemment dans un monde gaussien. Ben, je vais prendre comme approximation e puissance moins x2 sur 2, puis je vais mettre un 1,5, ça sera plus simple. Pour les normalisations, donc exponentielle moins x2 sur 2 delta, et delta tendra vers 0, divisé par 2 pi delta à la puissance d sur 2. Donc quand delta tend vers 0, ça tend bien vers une masse de Dirac, et on va calculer explicitement la solution. Évidemment, on a une invariance par rotation pour le problème-là, donc il suffit de travailler en radial. Et donc, si je travaille en radial, j'ai un UT moins URR moins D-1 sur R, UR, et moins, alors maintenant, le moins B gradient U, ça devient plus epsilon sur R, UR, égale à 0. De sorte que vous êtes en train de résoudre une équation de la chaleur, mais qui est en dimension D moins epsilon. Et vous le faites à partir de cette gaussienne. Donc vous allez récupérer une gaussienne. Et de quoi s'agit-il? C'est e puissance, je ne vais pas faire le calcul complet, mais exponentielle moins x2 sur 2 delta, 2 pi delta à la puissance d sur 2, et exponentielle moins x2 sur 2t, convolé, divisé par 2 pi t à la puissance, et c'est là où ça se gâte, c'est que là, ce qu'on va récupérer, c'est d moins epsilon sur 2. Alors, est-ce que je me suis trompé de signe ou pas? C'est fort possible. Je ne sais pas, bon, enfin, je n'ai pas encore dit quel était le signe de epsilon. Hein. Et quelle est la difficulté là-dedans? C'est qu'en termes de borne L1, ce n'est pas la bonne normalisation, parce qu'on est dans RD. Et donc maintenant, si je prends l'intégrale, alors ça se calcule explicitement, ce bazar-là. Mais si je calcule l'intégrale, c'est le produit des intégrales. La première a été normalisée pour être 1, et la deuxième, qu'est-ce qu'elle devient? Je suis en train de prendre l'intégrale de e puissance moins x2 sur 2t, c'est-à-dire que ça me fait 2 pi t à la puissance d sur 2, divisé par 2 pi t à la puissance moins epsilon sur 2.
Donc il va falloir prendre epsilon positif. Non, non, je me suis même... oui, si, non, négatif. Enfin bref. Epsilon positif, pardon. Et j'ai oublié le d, excusez-moi, d moins epsilon. Et donc, qu'est-ce que l'on récupère? On récupère 2 pi t à la puissance, non, il faut le prendre négatif, epsilon sur 2. Non, là, je suis en train d'aller trop vite, parce que ça tend vers 1. Alors, si je mets moins epsilon sur 2, je suis... voilà, bon, donc, je suis perdu là-dessus. Pardonnez-moi, il faudrait que je fasse le calcul plus précisément. Déjà, est-ce que j'ai dit une bêtise sur la norme L1 du subproduit de convolution? Je pense que j'ai dit un certain nombre de bêtises. Je suis même sûr que j'ai dit un certain nombre de bêtises. Donc je vais faire le calcul autrement, parce que là j'ai un trouble. Je suis allé beaucoup trop vite, parce que je n'ai pas le droit de faire un produit de convolution qui est ici. Le produit de convolution, je n'y ai pas droit ici, c'est une interprétation. C'est pas tout à fait la même chose si je change d'espace. Quand je dis que c'est une équation linéaire dans une dimension différente, je n'ai pas le droit de faire ça. En revanche, je sais que la solution de ceci, je peux l'écrire 2pi. Je peux l'écrire, pardonnez-moi, comment? Ben, je vais l'écrire a de t exponentielle moins x2 sur... je suis vraiment confus là-dessus. Si je fais ça, je vais écrire moins x2 divisé par un a de t, et ici je vais mettre b de t. Donc je sais que j'ai des solutions gaussiennes. Et puis on les reprend tranquillement. Alors, si on veut voir la manière dont ceci se passe, on fait le calcul. Je vais essayer de le faire proprement. Donc je vais avoir b point. Je vais avoir, lorsque je dérive, plus b fois, en termes, tout ça, ça va être facteur de l'exponentielle, et puissance moins x2, donc je vais avoir x2, ensuite il me faut dériver moins 1 sur a, et donc ça fait a point sur a2. C'est bien ça. Donc ça, c'est la partie en x2. La partie maintenant en UR, je m'en tirerai jamais de ces calculs, donc je vais déjà faire UR, le moins d moins epsilon moins 1 sur R UR. Je vais mettre un 2, pardonnez-moi, ici, un demi ici. Allez, on va y arriver. x2 sur 2, ça c'est bon. D moins epsilon moins 1. Le R s'en va. Et il me reste ici sur A. Donc là, j'ai tenu compte de ceci, étant entendu que la dérivée, et ça fait un plus, étant entendu que la dérivée, c'est moins R et puissance moins R2, moins R sur A, et R2 sur 2A, et j'ai un B devant. Donc ça, c'est le UR. Ouais, merci. Je l'ai mis en bas, mais du coup, il y en a un de plus, hein, c'est un 4. Bon, c'est un miracle si je m'en tire, on ne doit jamais faire des calculs comme ça au tableau. Je vais essayer, puis sinon je vous dirai, vous faites le calcul, et à cause de la mauvaise dimension, la norme L1 explose. Mais enfin, on va essayer de le voir à l'œuvre. D moins epsilon moins 1, oui, ok, sur A, donc ça c'est la partie en UR. Est-ce que c'est UR sur R? Ça, c'est correct. Ensuite, il me reste à prendre le moins 1,5 de URR. Donc, moins 1,5 de URR, j'ai deux termes. J'ai d'une part la dérivation de ceci qui me donne un plus B sur 2A, toujours l'exponentielle. Et puis, ensuite, lorsque je dérive à nouveau ceci, ça me fait un plus avec un moins. Donc, ça fait moins 1,5 de B sur A2, R2. Et puissance moins R2 sur 2A à quelques erreurs de calcul près. Et donc, si j'élimine par exponentielle, je récupère ceci.
Bon, à la louche. J'ai quand même encore un trouble, et comme j'ai un 1,5, le B sur 2A est lié, et là j'ai un quart. D-1 sur 2R, ouais, on va y arriver. Et donc, ce que vous me dites, c'est qu'il y a un 2A ici et que le epsilon, il est doublé. Hein? On va y arriver, tous ensemble. Alors, donc, bien. Donc, déjà, les termes en R2, pour les annuler, vous voyez que vous avez du B sur A2. Bien, cela vous dit quoi? Cela vous dit que A point égale 1. Et en 0, on démarre en delta. Donc, le A de T, c'est T plus delta. Voilà, on y arrive. Hein? Mais pas dans les mêmes espaces. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce qu'il y a X. Vous allez voir, parce que sinon, le truc restait borné si je l'écrivais avec la convolution. Non, déjà, ça montrait l'argument marché parce que je retrouvais. Bah, epsilon, Ah oui, bah oui, parce qu'un epsilon, il tend vers 0, mais je ne veux pas le faire tendre vers 0. Donc, je suis en train de refaire le calcul. Et ce que Antonin me dit, je ne suis pas réveillé. C'est quoi? C'est qu'on avait trouvé 2 pi t à la puissance moins epsilon sur 2, c'est ça? Hein? C'était ça qu'on avait trouvé. Plus epsilon, bon, ok. Donc, si on a trouvé ça, mais on va le refaire, et là, on retrouve le calcul. On refait le calcul. Non, le trouble que j'avais, c'est quand on interprète ça comme une équation de la chaleur dans une dimension différente, c'est qu'on est en train d'ajouter une gaussienne dans un espace et l'autre dans un espace, entre guillemets, fractionnaire d plus 2 epsilon. Donc, j'étais mal à l'aise, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une simple convolution. Mais en tout cas, si vous prenez epsilon négatif, attention au signe, bah, vous voyez bien que ça, quand t tend vers 0, c'est pas borné. Il n'y a pas de borné-là, ça explose quand t tend vers 0. D'accord? Donc, il n'y a pas de borné-là. Bon, ceci est à refaire tranquillement, mais l'idée est effectivement quand delta tend vers 0, vous allez avoir ici une normalisation qui explose à cause du manque de dimension, et c'est ça qui montre qu'il n'y a pas de borné L1. Je ne pense pas que la convolution soit correcte, hein, parce qu'il faut vraiment regarder le B qui est ici. Donc, si on reprend ce terme-là, donc j'ai effectivement obtenu, on y est presque, hein, j'ai effectivement obtenu, alors il me manque des morceaux là-dedans, il y a un B qui manque ici. Donc, qu'est-ce que vous avez? La deuxième équation, c'est que B point plus D moins 2 epsilon, le moins 1 se tire, c'est fait pour, divisé par 2A sur B égale à 0. Et le produit de convolution ne donne pas la même borne L1, donc le produit de convolution est faux. J'insiste. Donc j'ai bien fait de faire ce calcul. On est au bout de nos peines. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que log de B point, log de B point est égal à moins D moins 2 epsilon sur 2 divisé par T plus delta. Et donc, cela veut bien dire que T est égal à ouais, que B est égal à une constante, bon, c'est là où il y a les racines de 2π qui flottent, mais je ne vais pas m'embêter avec ça. Eh bien, c'est B est égal à B de 0, okay, fois ce que l'on va avoir, c'est T plus delta à la puissance moins D moins 2 epsilon sur 2, D moins 2 epsilon sur 2. On est toujours d'accord avec ça. Et c'est quoi B de 0? C'est 2π à la puissance delta sur 2.
t plus delta à la puissance moins d sur 2 et t plus delta à la puissance epsilon. Pardon? 2pi delta à la puissance d sur 2. Moins d sur 2 d'ailleurs. Bon, alors maintenant, quand je fais maintenant la normalisation, c'est-à-dire que je calcule l'intégrale, comme j'ai un x2 sur 2t plus delta et que je suis en dimension d, vous voyez que cela va éliminer donc l'intégrale de u de t, et simplement pour donner ça, ça m'élimine tout ce terme, et il me reste t plus delta à la puissance epsilon. De sorte que vous voyez que ce n'était pas du tout ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Je ne garantis pas les 2pi, mais enfin, je pense que là, c'est correct. Et quand delta tend vers 0, vous voyez que ceci tend vers t à la puissance epsilon, et que si epsilon est négatif, ce n'est pas borné pour t petit. Donc, il n'y a pas de borne L1 uniforme en delta. Calcul explicite, et donc dès qu'on a le bon terme, alors là, le bon terme, c'est effectivement un epsilon qui est négatif, puisque c'est une force qui ramène le brownien vers 0. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'effectivement, dès qu'on atteint cette valeur critique en 1 sur x, eh bien, il n'y a pas de borne L1. Il n'y a pas de borne L1. Évidemment, après, dès que le temps, dès qu'on a dépassé, dès qu'on a décollé de 0, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas recoller en 0, et donc on ne peut pas garder les conditions initiales dans L1, ça ne marche pas dans L1. Donc on voit bien que c'est une affaire subtile. Voilà un exemple qui montre qu'on n'a pas de borne L1. En fait, comment j'avais démontré la borne L1 dans le cas LD1, je donnerai une autre démonstration ce matin, mais je l'avais démontré en me servant de la dualité et en obtenant des bornes à l'infini sur l'équation duale. Donc désolé pour ce calcul, mais j'ai fini par le faire à peu près correctement, et c'est cohérent. Et donc, même si c'était tentant d'écrire le produit de convolution, je ne pense pas que ça marche, parce que l'interprétation de l'équation de la chaleur radiale, de l'équation radiale en équation de la chaleur, c'est dans une dimension différente, et donc là, ça n'a pas trop de sens d'additionner les gaussiennes. Alors donc, quoi qu'il en soit, la remarque d'après, c'est qu'on avait regardé aussi, et je vais mettre le UT entre parenthèses, moins Laplacien U, et donc par dualité, donc j'ai mis moins B gradient U, cela devient plus divergence de B, et je devrais changer de notation et appeler ça V, c'est l'équation duale écrite de manière rétrograde. Et donc, j'avais observé qu'on avait des estimations à l'infini si B était dans LD1. Alors, si vous oubliez ça, en fait, vous voyez que le VT, c'est-à-dire si on veut des estimations à l'infini, on a certainement intérêt à les avoir sur le problème elliptique. Ce n'est pas le problème parabolique, qui est un peu plus faible, qui va arranger les choses. Donc, si vous voulez comprendre la régularité locale de ce bazar-là, eh bien, moins Laplacien V plus divergence BV, c'est facile de se convaincre, il est facile de se convaincre qu'il n'y a pas d'estimation à l'infini si B est dans LDP, dès que P est plus grand que 1. Et ça, pourquoi? C'est localement, si on veut regarder les singularités, on a intérêt quand même à ce que les fonctions harmoniques, et notamment les fonctions harmoniques positives, localement, soient bornées. Sinon, on va vraiment avoir des problèmes d'estimation à l'infini. Et ça, en général, ce n'est pas vrai, parce que dès que vous prenez un V strictement positif, eh bien, vous pouvez toujours prendre un V quelconque. Vous avez une solution de ce problème en prenant B égale gradient log V. Je prends à l'envers le jeu d'une mesure de Gibbs. Si vous pensez que V, c'est une mesure invariante, à partir de la mesure invariante, je recrée la force
en prenant gradient de log V. Et donc la question c'est quand est-ce que je peux dire que V est dans l'infini en prenant un B qui est à peu près comme du 1 sur R, parce que LD c'est des singularités qui sont 1 sur R. Bah, si j'ai envie de construire des choses qui sont singulières, je travaille près de 0, tout ceci se justifie sans peine, et je prends ici une puissance gamma, aussi petite que je veux. Donc là, j'ai une singularité, je pourrais prendre log de moins log R si j'en avais envie. Comme ça, j'ai un truc qui n'est pas dans l'infini. Ben, le B que je vais trouver, c'est un contre-exemple. Ben, le B, ça me fait quoi? Le gamma, on s'en moque. Et évidemment, ce que vous récupérez, c'est le B, alors le gradient log V. Log, ça fait gamma de moins log R, et donc ce que vous récupérez, c'est 1 sur R moins log R. OK, donc vous voyez que c'est un tout petit peu mieux que l'exemple précédent qui était juste du 1 sur R. Alors quand je mets ça, après, c'est x divisé par norme de x. Donc, c'est un tout petit peu mieux, parce que quand R tend vers 0, j'ai une singularité 1 sur R qui est un petit peu atténuée par le moins log R. Eh bien, ça, vous pouvez vérifier que ça appartient à LDP, localement, près de 0, quel que soit P, strictement plus grand que 1. Alors ça, je vais vous montrer comment c'est vrai, ça. Comment on vérifie un truc comme ça? Ben, la norme de B, on l'a, c'est le 1 sur R moins log R. C'est une fonction qui, près de R égale à 0, est décroissante. Elle explose en 0, puis elle décroît. Et donc, le réarrangement décroissant, c'est simplement la fonction avec le passage que R est égal, ben, RD est égal à T, parce que le volume d'une zone de niveau, c'est une boule. Et donc, si je veux réécrire ça en réarrangement décroissant, c'est le règle de passage d'un volume dédimensionnel à un volume qui est à la mesure unidimensionnelle. Et donc, je suis en train de regarder T à la puissance 1 sur D. Oui, 1 sur P. Le F étoile, c'est quoi? Bien, le F étoile, c'est ce que je dis, c'est le F étoile de T, je change la fonction qui est là en mettant un T à la puissance 1 sur D. Le moins log de T à la puissance 1 sur D, le 1 sur D on s'en moque, ça devient un moins log T. J'élève ça à la puissance R et je mets un dt sur T. Et c'est pour T proche de 0. Donc ça, c'est la norme de Lorentz. Le T puissance 1 sur D s'élimine avec le 1 sur T puissance 1 sur D. Et vous restez donc avec une intégrale, qui est une intégrale en 0 de dt sur T moins log T à la puissance R, où R est strictement plus grand que 1, et donc ça, c'est fini parce que R est strictement plus grand que 1. Donc, on voit bien qu'effectivement, en termes de régularité locale, les estimations à l'infini cassent dès qu'on a un LDP, dès que P ou LDR, dès que R ou P sont strictement plus grands que 1, et on a vu que ça marchait pour LD1. Donc, c'est vraiment juste. L'estimation L1 ne marche en termes de régularité locale que lorsqu'on a B dans LD1, et dès qu'on bouge un tout petit peu, on la perd. Donc voilà le petit argument qui complète ce que je vous ai déjà raconté. Alors, suite de mes remarques, donc ça c'était des petits exemples explicites pour comprendre où on était sur les estimations L1. Et après, il faut que je fasse un travail, donc le troisième point, toujours dans ces cadres de borne L1, c'est faire tout un petit travail lorsqu'on veut parler de ces fameuses solutions renormalisées dans L1. Donc, retour sur les solutions normalisées. Parce que ce n'est pas la mécanique d'existence et d'unicité. Le fait même qu'on ait une estimation
qu'on ait une estimation L1, on sait qu'en approchant des U0 dans L1 par des U0 dans L infini, si vous avez une estimation à L1, vous avez un prolongement par densité. Donc vous savez qu'il y a un objet unique, et la question c'est de caractériser cet objet unique. Donc ça, on l'a fait par les solutions renormalisées, et on l'a fait dans le cas où divergence de B était minorée, et que B, il fallait pouvoir régulariser, appartenait à L2 plus W11 dans ce cas de figure. Mais ce n'est qu'une partie de ce que l'on sait faire en borne L1. Quid de petit b dans LD1? Alors ça, c'est beaucoup plus embêtant. C'est beaucoup plus embêtant parce que de quelle manière ai-je obtenu des solutions renormalisées? C'était une estimation essentielle et puis il fallait la raffiner un tout petit peu dans l'unicité. C'était de démontrer qu'une estimation comme ceci ou en d'autres termes, ça c'est la troncature d'ordre R de U et c'est 1 sur R. On avait une estimation comme ceci. Et comment on obtenait cette estimation? En multipliant l'équation par TR de U. Je vous rappelle que TR de U, c'est U inf R sup moins R. On écrète par le bas au niveau moins R et on écrète par le haut au niveau R. Et donc, comment on obtenait ça? En multipliant l'équation par TR de U. Et puis, c'était tout bête, quand on avait un moins B gradient UTR de U, le TR de U, on le faisait rentrer dans le gradient, on disait que c'était moins gradient SR de U, et puis on intégrait par partie, et ça devenait donc avec une intégrale, l'intégrale de divergence B SR de U, et on se servait de Gromval et de la minoration pour la divergence B. On l'a déjà fait, je ne le refais pas. Ben, si B est dans L de 1, ça s'effondre, ça. Parce que si B est dans LD1, il faudrait que je me serve des inégalités de Sobolev et des machins comme ça. Le TR de U, je l'ai, mais là, j'ai un gradient U complet. Je n'ai pas un gradient TR de U. Et gradient U fois TR de U, ce n'est pas gradient de TR de U fois U. Donc, l'estimation d'énergie que j'ai ne me permet pas de contrôler le gradient U, parce que dans TR de U, ce n'est pas nul en dehors de R. Ça vaut R ou moins R. Donc là, il en manque, et il semble en manquer beaucoup. Et donc, si vous voulez, je vous ai dit ça se fait, mais je me suis rendu compte que quand même, comme vous l'avez vu dans le cours, je vous donne un certain nombre d'éléments qui permettent de reconstruire à toutes les démonstrations, mais là, il manque un gros morceau. Alors donc, je vais vous donner quelques éléments pour combler ce grand morceau. Et ça sera intéressant parce que ça va me forcer aussi à vous expliquer des choses sur cet objet. Hein? On a un objet qui ressemble à une norme. Au passage, si on avait envie de gérer ça en norme, il ne faut pas prendre de racine carrée. On voit un gradient U carré, on a envie de prendre une racine carrée. Pourquoi? Parce que quelle homogénéité vous avez en U? Certes, vous avez une homogénéité quadratique ici, mais le U, il se comporte comme du 1 sur R, et si vous écrivez un sup en R, et que vous multipliez par U par 2, en multipliant R par 2, vous divisez par 2 ici. Donc ça, c'est homogène à U, ce n'est pas homogène à U carré. Donc ça ressemble à une norme, pas à une norme au carré. Donc attention, hein, c'est une énergie, on a envie de dire que c'est une norme au carré, c'est une norme. Ce n'est pas une norme au carré, enfin une norme, quasi-norme. Bien. Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, pour tordre le cou à B dans LD1, et puis si on veut combiner les deux choses, il faut rajouter des couches en se servant de symétrisation, etc. Mais là, je ne veux vraiment pas... Là, ça serait beaucoup trop technique. Déjà, si on sait faire les deux cas, on peut imaginer qu'en fatiguant plus, on sache faire tous les cas. Mais bon, déjà, les ingrédients essentiels. Alors, la première observation que je veux faire, et puis après, on va travailler un peu sur ces normes. La première observation, ça va être un lemme.
qui va me dire que si je prends un B qui est indépendant du temps, après il faudrait rajouter de la continuité en temps, le 1 à l'infini ne suffit pas à tout... enfin bon, je glisse. Donc si je prends un B de x et que je regarde B gradient U en norme L1 en x et t, eh bien je prétends que ça c'est majoré par C0 fois B dans LD1 fois UT moins 1 demi Laplacien U dans L1. Bon. Alors admettons ce lemme. Pourquoi, vous pouvez peut-être dire pourquoi est-ce raisonnable? Alors, ça c'est raisonnable parce que UT moins 1 demi Laplacien U dans L1, vous pensez que U se comporte comme une solution fondamentale. Parce que L1 ou des masses de Dirac, si vous savez faire les masses de Dirac, vous savez faire L1. Et pour une solution fondamentale, bah, vous faites un calcul que je ferai dans un instant et vous apercevez que c'est exactement LD1 qui sort. Et pas mieux, pas moins, c'est très fin. Bon. Donc ça, ce sera le principe de la démonstration. Mais admettons provisoirement ce lemme. Admis pour quelques minutes. En quoi ça résout mon problème? Donc là, pour simplifier, je prends U de t égale 0. C'est vraiment pas le problème. Non, U0 dans L1, pardonnez-moi. Donc formellement, il faudrait rajouter la norme de U0 dans L1, mais je vais prendre 0. C'est vraiment pas le problème. Bien, maintenant, pourquoi ça va marcher? Bien, vous voyez que grâce à l'équation, vous avez que UT moins Laplacien U dans L1 est majoré par C0 fois B dans LD1 UT moins 1 demi de Laplacien U dans L1. Et là, il faut rajouter C fois U0 dans L1. Là, je ne peux pas... Donc, plus des choses qui sont bonnes. Et donc, maintenant, ben, on est pratiquement au bout de nos peines. En tout cas, on aurait une estimation. Je vais mettre plus C ici. On aurait une estimation si on savait que LD1, la norme dans LD1 est petite. Entraîne UT moins Laplacien de U est dans L1. Et si j'ai ceci, si UT moins Laplacien de U est dans L1, je sais que maintenant, tout le jeu des solutions renormalisées, j'y ai droit et que ces estimations, elles sont vraies. C'est la remarque précédente que je vous disais. Si U0 est dans L1 et si F est dans L1 de L1, on a tout ce qu'on a fait marche pareil. Donc déjà, ça montre que si B n'est pas trop grand, ce lemme instantanément nous donne les bornes qui nous manquaient. Et une fois qu'on a ces bornes, on peut recommencer la même démonstration. Et à nouveau, c'est le lemme qui démontre l'unicité. Alors, mais j'ai dit B dans LD1, je n'ai pas donné des détails. Alors, c'est maintenant qu'il faut jouer à un autre jeu, et qui consiste à dire, oui, mais je sais quand même des choses. C'est que je sais déjà que j'ai une borne de U dans L infini en temps dans L1. Et donc, l'idée, ça va être de décomposer, si B est dans L2.1 quelconque, je peux toujours le décomposer dans LD1 avec un morceau qui est petit, donc B1 dans LD1 qui est inférieur, disons, à C0 sur 2, cette constante-là, plus un B2 qui est régulé. Aussi régulé que j'en ai envie. Bah, c'est la densité des fonctions régulières dans LD1. Donc ça me permet de gérer le B1. Encore faut-il gérer le B2 gradient U. Bon,
Je dis régulier, mais à l'infini suffirait. Hein. Ah, gérer le B2 gradient U. Alors donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire là? Ben, c'est que le gradient U, on ne le maîtrise pas trop, parce que même si au bout du compte, on récupère des égalités comme ceci, eh bien, des égalités comme ceci, ça ne nous dit pas grand-chose sur le gradient U, ça nous dit uniquement des choses sur le gradient U, là où U est borné. Donc, deux choses, je vais maintenant démontrer le lemme, et puis ensuite, il faudra travailler sur le B2 gradient U. Et donc, il faudra maîtriser le gradient U dans certains espaces. Et c'est là où on va un peu travailler avec des techniques qui sont assez semblables à celles-ci.